Aujourd'hui à Jeune Culture, on rencontre des passionnés d'animaux, du saumon au serpent, en passant par la mygale. Michael Leblanc, biologiste et directeur de la CBJC. Oui. On se retrouve à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, à Cap-Santé. Tu travailles avec ton équipe autour, entre autres, du saumon, qui est un enjeu quand même dans la région parce qu'on sait qu'on ne peut pas en pêcher, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, depuis 2004, ici, la population de la rivière Jacques-Cartier, on ne peut pas pêcher le saumon atlantique. Vous avez un super beau site. On a des petits saumons, des poissons ici à côté de nous. Explique-moi un peu ce que vous faites en termes d'activités de sensibilisation pour que le public prenne conscience d'abord de ça ressemble à quoi un saumon, si jamais on le pêche. Ici, justement, les lieux, donc à la passe migratoire là, de la Jacques-Cartier, située à Cap-Santé, justement, ça, c'est vraiment le lieu là, pour avoir la chance d'admirer justement le roi de la rivière. Donc, les grands saumons donc, qui se partent de l'océan Atlantique, qui sont allés jusqu'au Groenland pour revenir dans la rivière Jacques-Cartier pour pondre les œufs et accomplir leur cycle de vie. En fait que nous autres, ils passent dans la passe migratoire, puis c'est là qu'on a deux grandes fenêtres d'observation où le public peut venir les admirer. Des fois, on a des spécimens, surtout en début de saison, qui peuvent atteindre le 1 mètre. Fait que c'est quand même, ça peut donner des gros poissons. C'est immense. Oui, tout à fait. Oui, on focus sur le saumon, mais aussi tout son cycle de vie. Puis qu'est-ce qui se passe avec l'exemple, mettons, au niveau là, des petits poissons que tu me parlais? Justement, là, son régime alimentaire, lui, comment ça se passe à même la rivière avant de faire le grand voyage en mer? Là, on va parler de tout ça. Fait que là, on va se mettre à parler justement de sa nourriture. Fait que là, les macro-invertébrés, exemple, de quoi il se nourrit. Macro-invertébrés? Oui, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce bébite-là? Ça a l'air épeurant, quand même. Oui. Dans le fond, c'est des petits... Ça mange ça, un saumon, en fait? Oui, ça dépend dans le fond au fil de surtout en rivière. En rivière, parce que dans le fond, au début, il va vraiment changer de régime alimentaire. Quand il va s'en aller en mer, le but, c'est que là, il va se mettre à manger d'autres poissons en mer pour passer justement d'un stade saumonaux à plus gros. Donc, il va vraiment passer d'un poisson comme ça à plus grand. C'est carnivore, ça, là, un saumon, là. Oui, en mer. En mer, il va se nourrir, exemple, de d'autres espèces de poissons plus petites que lui, du hareng, du caplan, par exemple. Fait que souvent, c'est les zones riches qu'on va retrouver. Exemple, ça va être dans le coin du Groenland. Fait qu'il va vraiment loin, le saumon atlantique, pour s'alimenter, s'engraisser. Mais sinon, dans la rivière, essentiellement, ça va être des petits insectes, des larves d'insectes macro-invertébrés, justement. Les macro-invertébrés, là, on a des petits spécimens. Ça, vous avez repêché ça ici à... Oui, c'est ça, c'est des larves d'insectes, exactement. Fait que là-dedans, on va avoir, exemple, tu sais, les éphémères, la truite mouchetée, là, ombre de fontaine, ils aiment bien ça, là, les petites bébites qui volent. Justement, c'est quand ces bébites-là qui volent, il y a des larves, en fait, dans l'eau. Il y a des larves, justement, ils vont s'en nourrir dans des petits crustacés macro-invertébrés. Fait qu'ils vont se nourrir de ça. Le saumon atlantique, il va pondre à l'automne ses œufs, fait que dans le coin de novembre, quand la température de la Jacques-Cartier est à peu près à 6 degrés, lui, il va pondre. Fait que là, après ça, les œufs vont rester en rivière, ils vont commencer à éclore là, à peu près dans le coin du mois d'avril, selon les conditions. Puis après ça, il éclot. Puis là, dans le fond, tout simplement, c'est un alevin qu'on appelle vésiculé. Donc, il y a un petit sac vitellin. Fait que c'est comme s'il avait déjà sa petite boîte à lunch à lui. Il y a tout ce qu'il y a de besoin là-dedans, c'est pour à peu près un 6 à 8 semaines. Après ça, à force qu'il mange le contenu de la boîte à lunch, il n'y en a plus de boîte à lunch. Fait que là, il devient vraiment officiellement un alevin, je dirais ça comme ça. Fait que là, à ce moment-là, il faut qu'il commence à se nourrir. Fait que c'est un petit poisson à peu près 3-5 cm. Et ensuite de ça, quand le poisson a 1 an, là, on est rendu à un stade qu'on appelle le tacon. Mais ça prend quand même du temps pour se rendre là. Oui, 1 an. Oui, puis attends un peu. Puis là, après ça, environ 2 ans pour passer du tacon au saumonaux. Ça, c'est dans le cas de la Jacques-Cartier. Il y a certaines rivières en moyenne, c'est 3 à 5 ans. Puis même, il y en a qui ça peut aller jusqu'à 7 ans. Mais nous autres, avec les études qu'on fait, on sait que le stade saumonaux, que la qualité d'eau est bonne, que les conditions sont bonnes, le petit poisson, il atteint généralement le stade du saumonaux en 2 ans. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir des changements autant dans son métabolisme, puis il va se préparer
aller faire le grand voyage en mer pour s'engraisser, revenir, devenir un grand poisson et revenir pour accomplir son cycle de vie. Donc, ça se peut qu'on en voit dans la région là, des petits saumonaux, mais il faut faire attention de ne pas les pêcher. Ça ressemble quand même à une truite. Oui, ça ressemble à un poisson. C'est ça. Lui, c'est vraiment préparé. Il a changé. Tu sais, là, il a changé de coloration. Il est plus grisâtre. Mais surtout, exemple, mettons, un tacon versus, justement, ça, c'est une truite mouchetée, un nombre de fontaines. Puis versus un tacon, ben, tu sais, il y a quand même des similarités, là. Oui, c'est vrai. Fait que nous autres, on a différents panneaux, là, plus d'une dizaine le long de la Jacques-Cartier pour vraiment différencier une truitelle, donc une petite truite d'un saumon juvénile pour éviter, justement, les prises accidentelles. Ben oui, je comprends. Puis le critère, on va dire, le plus facile, sans commencer à rentrer dans notre jargon de biologiste, ben, ça va être vraiment la queue. OK? Fait que la queue, là, les ombres de fontaine, eux autres, c'est vraiment une queue qui est relativement carrée, tandis que le saumono, tacon, ben, ça va être vraiment une queue fourchue, surtout sur le saumono. On le voit. Fait que ça, il n'y a pas de doute à ce moment-là, c'est un saumon, un jeune saumon remis à l'eau si on l'a pris accidentellement. Et là, vous faites aussi des activités de sensibilisation dans les écoles. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait, en fait, les saumons que les gens peuvent venir voir ici sur le site de la passe migratoire, le but, c'est que nous, on les transporte tous en camion-citerne pour le remettre dans les bons endroits là, où on sait qu'ils vont pouvoir accomplir leur cycle de vie, à même la rivière Jacques-Cartier. Mais il y a une petite partie de ces saumons-là qu'en fait, on va transporter jusque dans une pisciculture. Là. Donc, on va jusqu'à la station ministérielle de Tadoussac. Les autres vont faire de la reproduction de poissons. C'est un environnement qui est plus contrôlé. Avec des poissons exactement, que vous avez pêchés. Des saumons atlantiques d'ici. Puis le but de tout ça, c'est qu'eux autres, ils fassent des ensemencements. Là-bas, l'environnement est plus contrôlé. Exemple, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas d'autres poissons qui vont pouvoir manger les œufs de saumon, exemple. Aussi, ben, l'eau, hein, c'est dynamique, ça bouge beaucoup. Fait que, des fois, selon le régime hydrologique, ben, des fois, les œufs peuvent être enterrés. Fait que tout ça, c'est mieux contrôlé. Puis le taux de survie est plus grand en pisciculture. Fait que ça permet de faire des ensemencements. Et pour répondre à ta question, dans le fond, il y a une petite partie de ces œufs-là que le ministère, en fait, on se parle régulièrement, il nous les garde. Puis nous, après ça, on va les renvoyer dans les établissements de la région, ici, qui sont intéressés. Établissements scolaires. Des œufs de poisson. Notamment, exactement, justement, pour que les petits et grands puissent prendre soin de l'œuf, l'éclosion, puis après ça, qu'à la fin de l'année scolaire, justement, ils peuvent aller remettre les petits poissons, qu'à ce moment-là, c'est des petits alevins comme ça. Fait que c'est un beau projet de sensibilisation. Les élèves, avec leurs enseignants, ils en prennent soin. Puis il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Ça les sensibilise beaucoup. Puis en plus de tout ça, pour les écoles qui le veulent, après ça, on les invite à venir voir là, la passe migratoire Jacques-Cartier où ils voient, OK, là, nos œufs viennent vraiment de ces gros poissons-là. Ça permet de boucler la boucle là, davantage. Bien, c'est sûr que ça te sensibilise, puis on n'a pas le goût de les pêcher après. Non, ben, c'est ça l'aide. C'est un peu ça le but. Merci beaucoup, Michael. Le paysage et la toponymie portent les traces des Français qui sont arrivés au 17e siècle. On implante en Nouvelle-France le régime seigneurial qui existe en France depuis le Moyen Âge. Au début de la colonie, 80% de la population vit dans le milieu rural qui est régi par ce système. La distribution des terres présente plusieurs avantages. Elle vise à favoriser le peuplement et à l'encadrer. Le découpage des terres en longues bandes rectangulaires est bien adapté à la géographie. Il facilite les relations de voisinage et procure de multiples accès au fleuve, la principale voie de communication de l'époque. Au fil du temps, plusieurs autres rangs s'ajoutent. Des noyaux villageois, avec leur école, leur commerce, apparaissent autour des églises, ces repères visuels qui ponctuent le paysage. Ce mode de développement joue un rôle de premier plan dans la construction et la continuité des rapports sociaux en Nouvelle-France. Le rang, la côte et le village traduisent l'importance de la communauté, de la famille et de l'entraide. La terre ancestrale et le bien paternel prennent alors une connotation patrimoniale, comme c'est le cas ici à Neuville, sur cette terre occupée depuis le début de la colonie par les Larue. Catherine Michaud est invitée spéciale. Raoul, qui va faire l'entrevue avec nous, en fait. Hein, il est bien installé. Oui, bien au chaud dans mon cou. Bien au chaud, c'est ça. Ça a l'air confortable. Je suis presque jalouse. Donc, tu es une passionnée de bébites, hein, on peut le voir autour de ton cou déjà, d'animaux et de plantes. Vraiment, il y a des spécimens rares ici. Et dis-moi, ton parcours, comment on arrive à triper ces serpents ou sur les araignées? Ça part de loin. Ça part de loin. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été bien curieuse. J'aimais les animaux. On a toujours eu des oiseaux à la maison, des perroquets. Mon père était allergique aux chiens, aux chats, fait que l'option d'animal de compagnie était quand même restreinte. Les plumes, ça marche. Oui, c'est ça, les plumes, ça passait. Fait que, dans le fond,
il y a un de mes oiseaux que j'ai depuis que j'ai 11 ans. Wow! Ouais. Fait qu'elle me suit. Quand j'ai quitté le domicile familial, elle m'a suivi en appartement. Fait que c'est ça, elle est avec moi depuis vraiment longtemps. J'ai toujours été curieuse par rapport aux animaux, mais dans mon parcours scolaire, pour une raison X ou Y, je me suis vraiment pas dirigée là-dedans. Fait que ça m'a éloignée un peu de cette passion, intérêt pour tout ce qui est vivant. Mais ça t'a rattrapé, par exemple, assez intensément, parce que tu travailles là, maintenant, c'est ça, je travaille pour la Bébite Mobile. Je suis responsable de la collection vivante. Fait que tout ce qui est vivant, c'est moi qui s'en occupe. J'ai beaucoup de spécimens à gérer à longueur de semaine. Et tu te promènes sur les routes du Québec avec ça? Oui, je fais des kiosques d'animation. On est plusieurs animateurs. Il y en a qui font des animations dans des écoles. Moi, je me concentre dans des kiosques événementiels. Puis là, il y a d'autres choses de vivant ici. Tu as une collection de plantes parce que tu me dis que tu collectionnes, ça se collectionne des plantes. Oui, ça se collectionne. Oui. Non, c'est ça. Il y a des plantes qui sont rares. Fait que oui, il y a beaucoup de collectionneurs quand même de plantes, mais on dirait qu'on n'en entend pas vraiment parler. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis c'est quel genre de plantes on collectionne? Des plantes exotiques? Oui, des plantes exotiques. C'est toutes des plantes d'importation, en fait. Tu réussis à faire pousser ça à Saint-Léonard? Moi, je les fais pas pousser. Tu sais, mettons, je vais acheter une bouture, puis de ma bouture que je vais avoir achetée, je vais la faire grossir. Puis éventuellement, je vais pouvoir la bouturer puis la mettre en vente. Wow, OK. Avec la petite entreprise qui commence justement. Plantofolle. On a commencé début mai. C'est officiel depuis début mai. Moi, avec mon ami / collègue / maintenant associé qui collectionne elle aussi. On a mis nos collections en commun. Vraiment super. Puis là, il y a des raretés. On a un petit serpent. C'est bon. Moi, j'ai jamais vraiment touché à ça. Là. Avant, ça a l'air de des petites bottes de cuir. Hein? Beau petite sacoche. Pas beau petite sacoche. Mais là, toi, t'as pas peur de ça? Non, les serpents, les araignées, t'es à l'aise avec ça? J'ai eu peur des araignées vraiment longtemps. En fait, les 30 premières années de ma vie, ça a été pas mon cauchemar, là, mais dans ma famille, mes tantes avaient vraiment peur des araignées. Fait qu'ils m'ont comme un peu transmis leur peur. Puis, quand mon plus grand, qui est rendu à 7 ans, avait 18 mois, j'ai crié dans le salon parce qu'il y avait une araignée. Puis, à partir de ce moment-là, il s'est mis à avoir vraiment peur des araignées. Je me suis trouvée vraiment poche comme parent. J'étais comme, je veux pas y transmettre ma peur, fait que je vais travailler là-dessus. Je me suis mis à faire des lectures, suivre des groupes Facebook d'araignées. Ah, wow, OK. Tu as vraiment travaillé sur oui, beaucoup, là. Pour ne pas lui transmettre ça. Okay. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est un monde tellement fascinant. Je sortais avec lui dehors, on prenait les spécimens qu'il y avait sur notre terrain photo, essayait de les identifier, commençait à les manipuler tranquillement. Puis là, c'est ça. Maintenant, c'est vraiment plus... T'en as à la maison? Ouais, j'en ai à la maison. Pendant la maison, tu travailles avec des araignées? Ouais. Je les prends dans mes mains, des migales. Des fois, je les laisse grimper. On est ailleurs, c'est trippant, là. Ouais, vraiment. Wow! Comme quoi, c'est possible vraiment de surmonter nos peurs. Parce que pour le genre de travail que tu fais avec la Bébite Mobile, on manipule les serpents, des araignées. C'est sûr que tu dois avoir tellement de gens qui ont peur de ça. Qui ont un premier contact, de dire « Oh, OK, je vais toucher pour vraiment un serpent. Est-ce que je suis à l'aise? » Tu dois avoir toutes sortes de réactions. J'ai des gens qui tremblent. Ça doit, oui. Vraiment. Puis ça, je pense que c'est la plus belle partie du travail, de réussir à comme, pas convaincre, mais de rendre quelqu'un à l'aise avec le spécimen. Ouais. J'ai une madame à Saint-Raymond, elle voulait pas entrer dans la pièce parce qu'il y avait un serpent. C'est sa phobie depuis toujours. Puis elle tremblait là, vraiment. Puis finalement, elle a réussi à le prendre. Elle l'a mis autour de son cou. C'est arrivé en plusieurs étapes. Puis elle était comme... Je ne sais pas guérie, mais elle était vraiment... wow, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis j'ai plus peur. Puis on s'en grandit comme... Tu sais, ça nous amène tellement de satisfaction de réussir à surmonter une peur. Oui. De ton côté aussi, de dire, je vous accompagne là-dedans au quotidien avec ton travail. C'est super intéressant. Puis là, moi, je vais peut-être surmonter. J'ai pas peur des serpents, mais je suis comme pas full à l'aise. Tu sais, qui est vraiment à l'aise avec les serpents? C'est ça. Quand tu les côtoies au quotidien, c'est sûr que tu te rends compte. Ça a l'air facile. Est-ce que je l'accueille?